De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours, en un mot? Ben, ça, on ne souhaite ça à aucune personne, même à son pire ennemi. Croyez-vous qu'on peut rester authentique en politique? Je pense que tu es un très bel exemple. C'était super important en 2024 d'appuyer les médias locaux. Diaspora Interaction, c'est un super exemple de leadership que les Noirs et la communauté noire sont capables d'assumer ici à Québec, qu'il faut continuer d'appuyer. Aujourd'hui, il y a comme un tiraillement, un ping-pong chassé-croisé entre le fédéral et la ville en ce qui concerne le troisième lien. Oui. Alors, peut-être dans quelques années, Messieurs Duclos, Premier ministre du Canada. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Tapis Blanc. Une fois de plus, nous avons le privilège de recevoir un élu, une autorité, un homme politique, mais pas n'importe lequel. Professeur d'économie, ministre, président du Conseil de Trésor, député, membre du Parlement, et j'en passe. Mais surtout, un homme ouvert, un homme engagé, un homme dynamique, visionnaire, un homme toujours présent lorsqu'on a besoin de lui. De retour sur ce plateau avec notre invité du jour de Tapis Blanc, il s'agit de l'honorable Jean-Yves Duclos qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau. Bonjour Monsieur Duclos. Bonjour Florent et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci de cette belle invitation. Merci de nous honorer, merci d'honorer le média de la diaspora à Québec et au Canada et merci bien sûr d'honorer nos téléspectateurs. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et particulièrement dans ta compagnie. Entre autres, pour souligner tout le travail que ton équipe et toi-même faites avec Diaspora Interaction. C'est une grande fierté pour tout le monde de constater la beauté et l'importance des choses que vous faites pour beaucoup d'autres personnes dans la communauté. Et on est là pour être utile. L'utilité, c'est de ça qu'on va parler. Alors, on se pose parfois des questions. On dit parfois que 40-50% du monde ne travaille pas dans le domaine dans lequel ils ont étudié. Vous avez été professeur en économie, aujourd'hui vous êtes l'un des leaders en politique. Comment est-ce que vous vous retrouvez en politique? Par chance, un peu aussi par devoir, parce que tous et toutes, y compris ceux qui nous écoutent, ont fait de la politique, sans parfois le savoir, parce que la politique, moi ce que je trouve, c'est faire des choses qui nous rassemblent et nous rendent heureux, même si on est différents les uns des autres. On peut être différent visuellement, avoir des opinions différentes, avoir des intérêts différents, venir d'endroits différents, mais à la fin, on doit être ensemble pour être bien ensemble, et c'est ça l'art de la politique. Dans la politique, on en fait en famille, on en fait en couple, on en fait en milieu de travail, et on en fait aussi en société. À nouveau, c'est d'être bien, même si on est différents les uns des autres. Je le fais par chance, parce que quand j'ai été candidat en 2015, je n'avais absolument aucune espèce d'espoir d'être élu. Les libéraux à l'époque étaient loin derrière dans les sondages. Tout le monde savait, et moi le premier, que j'avais peu de chances d'être élu, mais par chance, j'ai été élu et maintenant, par plaisir et par devoir, je fais ce travail avec une équipe de circonscription extraordinaire qui, comme toi, là, m'aide à faire le plus possible de bien dans notre société. Une équipe fantastique de toute votre équipe que j'ai eu à connaître, d'ailleurs avec qui parfois je discute, je ne les nommerai peut-être pas tous parce que je ne me rappelle pas, de Guillaume Amaya en passant par Corinne et bien d'autres que je salue d'ailleurs ici et pour leur fantastique travail et je dis bonjour. Croyez-vous qu'on peut rester authentique en politique? Je pense qu'il faut rester authentique en politique comme il faut être authentique à nouveau entre amis, en famille, parce qu'on a tous cette capacité de détecter la non-authenticité. Quand les gens ne sont pas authentiques, et certainement les élus et les politiciens, on le voit assez rapidement. Et j'ajouterais aussi que la seule façon
d'avoir du plaisir quand on fait un travail, c'est d'être authentique dans ce travail. Et la seule façon de faire du bon travail, c'est d'avoir du plaisir à le faire. Donc l'authenticité, le plaisir et faire du bon travail, je pense que ça va ensemble. Musique à mes oreilles. Alors, notre première question préliminaire. Votre parcours, s'il fallait le refaire, que changerez-vous? Et très brièvement, quels sont les points qui vous ont amené à être aujourd'hui ministre? Parce que comme tu l'as dit un peu plus tôt, moi j'arrive d'un parcours plus d'enseignant. Dans ma famille, tout le monde est enseignant. Mon père l'a été, ma mère, ma belle-mère, mon beau-père, ma sœur est enseignante, ma conjointe est enseignante. Et moi j'ai été enseignant durant presque 25 à 30 ans. Donc on est tous des enseignants parce que l'enseignement, c'est pas juste de transmettre des connaissances, c'est surtout d'établir des relations avec les autres. La vie humaine, c'est une histoire de relation. On est là pour être en relation avec les autres. Et l'enseignement, c'est une façon magique et magnifique d'être en relation avec des gens, souvent des jeunes, mais pas juste des jeunes. Donc, c'est de transmettre des connaissances, oui, mais c'est de développer des liens avec les autres. Et la politique, c'est la même chose. C'est comment on établit des relations, comment on les développe, et comment, dans ce contexte-là aussi, on établit un lien de confiance. Un des mots-clés en politique, c'est la confiance. D'ailleurs, même chose dans les médias. Les médias, pour que les gens écoutent des médias, il faut qu'ils fassent confiance. Il faut faire confiance. Absolument. À Tapis Blanc, faire confiance à Florent, faire confiance à son équipe. Même chose en politique, il faut que les gens aient confiance dans les élus et dans leurs équipes, parce que tout repose sur la confiance. Donc, c'est une chance que j'ai été d'être enseignant durant très longtemps, beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant, je suis dans un monde où j'ai encore parfois besoin de faire un petit peu de pédagogie, d'expliquer de manière la plus simple possible des choses qui sont parfois très compliquées, pour établir un lien de confiance et de compréhension avec les gens. Pour vous, oui, c'est la confiance au cœur de tout. Et c'est ça qui vous a ramené là, et aujourd'hui, au parcours aussi inspirant. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours, en un mot? Plusieurs choses. Je veux dire qu'on a commencé en 2015 par une politique qu'on appelle l'allocation canadienne pour les enfants. Plusieurs d'entre nous qui écoutons l'émission aujourd'hui ont probablement des enfants. Et quand on a des enfants, le temps est rare et le budget est rare. Et les besoins sont immenses. Les enfants ont besoin de beaucoup de choses pour grandir en santé et s'épanouir. Et l'allocation canadienne pour les enfants qu'on a mis en place en 2015, qui a commencé à être effective en juillet 2016, réduit dans la circonscription de Québec et dans la grande région de Québec d'environ 40% la pauvreté des enfants. Ce sont des centaines de milliers d'enfants au pays qui vivraient dans la pauvreté si cette allocation canadienne n'était pas en place. Et ça, c'est une mesure à laquelle j'avais travaillé et à laquelle j'avais réfléchi avant 2015, comme universitaire. Mais moi, j'étais dans un monde plus théorique. Je disais, ce serait tellement extraordinaire si le gouvernement canadien pouvait faire ça. Pas juste, évidemment, en raison de moi, parce qu'on était plusieurs à avoir travaillé là-dessus, mais c'est la réalité maintenant depuis 2016. Et ça, comme je l'ai dit, aider à permettre à des enfants et à leurs parents de vivre dans des situations de moins grande vulnérabilité et de moins grande pauvreté. Donc ça, c'est le point qui vous rend le plus fier. Aujourd'hui, on parle de fierté. Tout à l'heure, vous avez parlé de vulnérabilité, on a parlé de difficulté, et on sait qu'on est presque dans un moment d'inflation. Cependant, n'ignorons pas la réalité, c'est qu'on est actuellement dans l'actualité au mois de l'histoire des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs, aujourd'hui, qui est un moment quand même historiquement important et je dirais plus symbolique dans la célébration des actions qu'ont portées les Noirs ici et qui continuent bien sûr à être pérennisées par d'autres Noirs, dont nous autres qui sommes là. Qu'est-ce que votre gouvernement compte ou a déjà fait ou fait et compte faire pour que cette histoire-là reste vraiment pérenne et que les changements se ressentent dans le quotidien des communautés noires et des communautés, bien sûr, dans la communauté générale, des Canadiennes et Canadiens? Ce que je dirais, c'est ce que M. Trudeau, le Premier ministre, a dit il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on était ensemble à Ottawa il y a quelques jours, quand il disait que la diversité, c'est une réalité et que l'inclusion, c'est un choix. Et c'est vrai à Québec. De plus en plus, on peut être fier et fort de la diversité remarquable qu'on observe à Québec, y compris par
la contribution des Noirs à Québec. Et je vais revenir dans quelques instants sur cette contribution. Mais la façon par laquelle cette diversité peut être une force, c'est si elle est accompagnée d'une puissance d'inclusion à la hauteur de la diversité. Et c'est pour ça que le gouvernement canadien doit continuer de faire tout ce qu'il peut faire pour enlever les barrières que beaucoup de gens ont encore sur leur route pour pouvoir s'épanouir à leur plein potentiel. Les barrières liées à la discrimination, au racisme systémique, au biais parfois non conscients qui existent encore en 2024. Ce sont des barrières qui font mal aux individus, mais qui font mal aussi à notre société, parce que notre société serait plus forte et plus juste si tout le monde avait une juste et réelle égalité, et une réelle opportunité de se développer. Mais revenons au mois de l'histoire des Noirs. En Absolument, fait, c'est pas juste le mois de l'histoire des Noirs, c'est évidemment l'année de l'histoire des Noirs. Et à Québec, c'est les siècles d'histoire des Noirs. J'étais, il y a quelques mois, au parc Cartier-Brébeuf. Pour ceux qui ne savent pas, le parc Cartier-Brébeuf, c'est à Limoilou, près de la rivière Saint-Charles. Oui. On a inauguré avec Webster, qui est un rappeur très connu, dont on est très fiers à Québec, on a inauguré la plaque Olivier Lejeune. Olivier Lejeune, c'est le premier Noir qui est arrivé au Canada et qui s'est établi au Canada. En fait, il est arrivé avec le fondateur de la ville de Québec, Champlain. Samuel de Champlain, au début du 17e siècle, autour de 1610-1615. Et il est arrivé dans des conditions regrettables. Évidemment, il était esclave. Il a vécu toute sa vie d'ailleurs comme esclave, mais il a quand même trouvé une façon de laisser sa trace. De faire comprendre aux gens de l'époque, on sait que c'est une époque très distante, à quel point la nature humaine étant universelle, il fallait aussi que le respect et la justice s'appliquent aussi de manière universelle. Alors, bon, il est décédé évidemment comme esclave, mais on se souvient de lui en 2024 avec cette plaque qui rappelle ces siècles et ces années et ces mois d'histoire des Noirs dont on peut être encore très fier. Donc, on doit continuer à faire ça. Une dernière chose qu'on a faite, je pourrais en nommer bien d'autres, c'est d'étendre jusqu'en 2028 la décennie des personnes d'ascendance noire que les Nations Unies ont décrété en 2015. Parce qu'on jugeait qu'il fallait aller quelques années de plus. L'ancien gouvernement avait refusé de reconnaître cette décennie. Nous, on l'a reconnu quand on est arrivé au pouvoir assez rapidement, mais ça a pris effet juste en 2017. Donc, pour avoir une pleine décennie, on va jusqu'en 2028. C'est pas seulement un symbole, c'est une réalité du travail que l'on doit faire à l'échelle du pays, y compris ici à Québec, pour s'assurer que la contribution des Noirs et des communautés noires soit à la hauteur de leur potentiel. Concrètement, je dirais pragmatiquement, pour monsieur qui n'est pas habitué à des gros thèmes et du gros vocabulaire, concrètement, le gouvernement fait quoi ou a fait quoi? Donc, l'entrepreneuriat noir, par exemple. Oui. J'en parlais ce matin, j'en rencontrais et l'entrepreneuriat noir, tantôt des femmes noires. Parce que, vous savez, en Afrique, ce sont souvent les femmes qui assument un rôle de leadership en matière d'entrepreneuriat. Ils ouvrent des petites boutiques, un petit kiosque, c'est eux qui vont au champ. Ils prennent leur place, leurs femmes, les femmes en Afrique, sachant aussi qu'elles ont souvent un fardeau très lourd à porter. Même chose pour les femmes en général ici au Canada, mais les femmes noires entre autres. Donc leur ouvrir des portes, enlever les barrières, reconnaître la contribution des Noirs à la culture canadienne. Comme les artistes noirs contribuent beaucoup, ils ont besoin parfois de juste un petit peu d'aide, surtout au début de leur carrière pour s'élancer. On parle de financement, de subventions, c'est bien ça? Les médias, dont tu es un très bel exemple. C'était super important en 2024 d'appuyer les médias locaux. Diaspora Interaction, c'est un super exemple de leadership que les Noirs et la communauté noire sont capables d'assumer ici à Québec, qu'il faut continuer d'appuyer. Alors, toujours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on sait que vous, en tant que ministre, en tant que personne, vous êtes un homme très très engagé et vous êtes toujours présent lors des activités, mettons, de toutes les communautés. En ce mois de l'histoire des Noirs, qu'est-ce que vous sentez comme différence? Car je me rappelle, ça fait au moins 3-4 années où je vous vois pour être là tout le temps.
mais si tu me vois là, c'est que toi aussi tu es là. Et qu'il y en a d'autres qui sont là, qui prennent leur place dans la communauté noire. Moi, j'en vois de plus en plus des jeunes et des moins jeunes noirs qui s'affirment. Non, ne pas attendre qu'on vienne nous chercher, y compris en politique. On a besoin de plus de noirs en politique. Bonne nouvelle, par exemple, le premier président noir de l'histoire du pays, Greg Fergus, en septembre 2023, ça a pris quand même 150 quelques années, ou peut-être même davantage, là, pour qu'on ait ça. Mais c'est pas juste lui, c'est d'autres noirs qu'on a besoin de voir en politique. On a besoin de plus de diversité, plus de voix diverses en politique, y compris des femmes. Des gens qui viennent d'horizons différents, des jeunes, des moins jeunes. On a besoin d'une plus grande diversité en politique, parce que la politique doit représenter la diversité de notre population. Pour faire des bons choix en politique, ça nous prend une diversité de points de vue. Et on a tous un rôle à jouer pour apporter cette diversité de points de vue. Il ne faut pas toujours attendre qu'on vienne nous chercher par la main pour nous amener, il faut prendre sa place et s'affirmer. Vous êtes un exemple vivant, et je pourrais même dire, pas exagération, le terme vibrant, de l'engagement et de la foi en ce qu'on fait. Lorsqu'on regarde en arrière, on se rend compte que beaucoup de Noirs ont essayé, continuent à essayer et essayent d'avancer aussi bien sûr en politique, puisqu'on parle politique, mais ça n'a pas l'air d'avancer tant que ça. J'aimerais que vous puissiez donner peut-être quelques clés à ceux et celles, les femmes noires, les hommes noirs qui veulent vraiment atteindre les sommets, parce qu'on dirait qu'il y a un plafond de verre lorsqu'on commence à monter. Ben, c'est ce qu'on appelle en sociologie l'intersectionnalité. Il y a des barrières, mais des multiples barrières qui se présentent parfois sur le chemin de gens qui veulent à nouveau se développer à leur plein potentiel. Une des barrières, c'est d'être un nouvel arrivant. Hein? Bon, évidemment, beaucoup de Noirs à Québec sont des relativement récemment arrivés au Québec, ils viennent juste d'arriver. Donc, comme nouvel arrivant, nécessairement, c'est une barrière. Hein? On connaît moins comment ça se passe, notre réseau de contact est plus mince, on n'est pas allé nécessairement à l'école primaire ou secondaire dans la communauté. Donc, c'est une barrière en arrivant, peu importe qu'on soit noir ou qu'on ne soit pas noir. Quand on arrive comme noir, bien, encore en 2024, c'est regrettable, mais c'est vrai à dire, il y a des biais, des préjugés, d'où il vient, lui, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut travailler avec lui? Est-ce qu'on sait comment faire? Comment on fait donc pour traverser ça? Mais c'est une responsabilité partagée. Okay. Hein? Il faut en parler ouvertement. Les Blancs, les gens qui sont ici depuis plus longtemps, peuvent ne pas être des Blancs non plus, mais ceux qui sont ici depuis plus longtemps ont une responsabilité d'ouvrir leurs portes et d'ouvrir leur cœur à ces nouveaux arrivants qui viennent enrichir notre communauté. Et quand ils le font, dans tous les cas ou presque, ils en sortent plus forts et plus heureux. Mais il y a aussi une responsabilité de la part de ces nouveaux arrivants et des Noirs en particulier. C'est injuste parce qu'ils ont déjà d'autres barrières, surtout si ce sont des femmes, il y a parfois une barrière de langue, une barrière de culture. Donc, et une responsabilité aussi de la part des Noirs de prendre leur place. Moi, j'ai la chance dans mon équipe, à la fois à Ottawa et à Québec, d'avoir eu des nouveaux arrivants. Dans mon équipe de circonscription. C'est super. Ça enrichit grandement la qualité et l'accessibilité des services que l'on offre. Mais ça prend des gens qui vont venir nous voir, dire nous, on serait intéressés à travailler. Bon, là, je ne fais pas de partisanerie, mais dans les campagnes électorales, il y a des bénévoles qui viennent travailler avec moi. Puis il y en a de plus en plus qui viennent de milieux diversifiés, y compris des Noirs, qui disent moi, c'est juste une façon de faire du bien pour ma communauté. Bon, je sais que l'engagement politique est une des façons de faire du bien, et j'aimerais travailler avec vous. Aujourd'hui, il y a comme un tiraillement, un ping-pong chassé-croisé entre le fédéral et la ville en ce qui concerne le troisième lien. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est une très bonne question, et ça reflète ce qu'on appelle au Canada la répartition des pouvoirs. On est une fédération qui fonctionne très bien. L'avantage d'une fédération, c'est qu'on répartit les pouvoirs à différents gouvernements en fonction de la capacité de ces gouvernements à assumer certaines responsabilités. Pour la plupart des travaux routiers, des routes, des ponts, la responsabilité revient au gouvernement du Québec ou des provinces. Alors c'est pour ça que le projet du troisième lien, c'est un projet du gouvernement du Québec.
il arrive parfois que le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien, offre son appui. Surtout dans les domaines ou pour des raisons qui sont stratégiques. Et la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la pollution, la lutte contre la congestion, c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement canadien a investi et va continuer à investir significativement pour les prochaines années pour améliorer l'accès et la qualité et la fiabilité du transport en commun. Donc, même si nous, on reconnaît que le troisième lien, c'est un gouvernement du Québec, c'est une autoroute, c'est un pont, c'est à eux de faire les choix s'ils le souhaitent. Nous, on va investir plus pour appuyer le transport en commun parce que ça représente, ça permet de mettre en place la vision du gouvernement canadien pour une société, un environnement avec moins de pollution et moins de congestion. C'est pour ça qu'on est plus actif du côté du réseau de transport moderne que la ville, en commun moderne que la ville de Québec espère mettre de l'avant. Super. Alors, sur un autre pan d'idées, un autre pan d'analyse, je ne peux pas passer à travers une situation qui a eu lieu il y a quelques semaines, le 29 janvier, je pense très bien, à la mosquée, ici à la grande mosquée, la 7e commémoration, bien sûr, de l'attentat de la mosquée, où il y a eu comme un petit malentendu et vous avez été pris à partie par Comment avez-vous vécu ça et comment analysez-vous ça? Croyez-vous que c'est des choses qui peuvent arriver n'importe quand? Je dirais 3 choses là-dessus. La première, c'est qu'on a la chance au Canada de vivre dans un pays libre, où la liberté d'expression est importante. La liberté de penser, la liberté d'expression est importante, et c'est ce qui s'est produit durant cet événement. Il y a quelqu'un qui a voulu s'exprimer librement sur quelque chose qui est importante pour lui et pour plusieurs autres personnes. La deuxième chose, c'est que on sait ce qui se passe sur la planète, et en particulier en Palestine, en Ukraine, évidemment, au Soudan, beaucoup d'autres endroits dans le monde. Il y a des gens qui vivent sous la guerre. La guerre, heureusement au Canada, on ne l'a pas vraiment connue, mais la guerre, c'est le fléau le plus terrible que l'être humain peut infliger à un autre être humain. Donc il est normal, tout à fait naturel et tout à fait légitime qu'à Québec, comme ailleurs au Canada, des gens, pas juste des gens, des musulmans, des gens du Moyen-Orient, il y a beaucoup de Canadiens qui le sentent aussi, soient profondément troublés par ce qui se passe. La troisième chose, c'est qu'on était là pour souligner la mémoire des 6 personnes qui ont été tuées en 2017 et être là avec les familles et avec les proches de ces gens qui ont perdu un être proche. Et malgré le fait que l'événement a été interrompu par cette personne qui s'est exprimée, je pense qu'on a pu quand même sereinement continuer à être là pour les familles et pour les proches. Alors, on est presque sur la fin de notre entrevue. On était à Ottawa il y a quelques jours justement pour la 33e, pour le lancement du mois l'Histoire des Noirs officiel en présence du Premier ministre, M. Justin Trudeau, qui a d'ailleurs fait une annonce très, très applaudie. Alors, j'aimerais que vous réagissiez à ça, en parlant de la décennie. Oui, tout à fait, la décennie des personnes d'ascendance africaine. Tout à l'heure, on en parlait brièvement. C'est pas juste un symbole. Même chose pour le mois de l'Histoire des Noirs. Oui, ça a une valeur symbolique, mais c'est à tous les jours qu'on doit se battre pour une société plus juste, sans discrimination, sans racisme. Et c'est ce qu'il disait. Il disait, au Canada, on a encore besoin de travailler, et même de travailler encore plus fort, étant donné tout ce qu'on voit sur la planète, pour que dans ce pays, non seulement on continue d'être le meilleur pays au monde, mais qu'on en fasse un toujours meilleur pays. Et pour que ce pays, le Canada, qui nous est si cher, soit toujours un meilleur pays, il faut non seulement reconnaître les problèmes qui existent, mais surtout trouver des solutions. Absolument. Et les solutions, les trouver ensemble et les mettre de l'avant ensemble. La politique de la division, la politique de la peur, la politique de la colère, de la hargne, on la voit beaucoup sur la planète, et pas tellement loin d'ici d'ailleurs. Mais ça, on ne veut pas le vivre et le voir au Canada. Et pour éviter ça, on a tous un rôle à jouer, tous une responsabilité à assumer. Et c'est ce qu'il tentait de dire lorsqu'on s'était rencontrés il y a quelques jours à peine à Ottawa. Ouais, super.
Fait que ça a été une très très belle annonce et je pense que ça va permettre aux communautés noires de pouvoir avoir encore plus d'options, d'avoir un peu plus d'ouverture et beaucoup bien sûr une lueur plus brillante pour l'avenir. Et actuellement une réalité que tout le monde vit, ça tire, ça tend un peu partout. Vous restez, même si vous ne donnez plus des cours, professeur d'économie, bien ça? Oui, bon. J'ai certains ce défaut d'être économiste, mais j'ai effectivement ce parcours d'économiste. Et vous savez, être économiste, c'est comment on... La question s'en vient, hein. Allez-y. Croyez-vous qu'on est en inflation? Qu'on est en récession? Vu l'inflation partout et tout ce qui se passe, est-ce qu'on est en récession? On n'est pas en récession parce qu'on a un taux de chômage qui est parmi un des plus faibles de l'histoire du pays, mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Parce que même si la plupart des gens qui se cherchent un emploi peuvent en trouver un, ce sont parfois des emplois qui ne payent pas beaucoup, étant donné le coût de la vie. Donc, je pense surtout aux gens qui travaillent dans des conditions de salaire proches du salaire minimum, des emplois précaires, des emplois qui sont durs aussi, parfois pour la santé des gens. Alors, même si on n'est pas en récession, même si le taux de chômage est très faible, ça reste difficile pour beaucoup de gens de joindre les deux bouts. OK. J'ai deux questions, on aura terminé. L'avant-dernière question, c'est un secret de Polichinelle que actuellement on s'approche presque des élections, c'est pas très loin, et le parti semble pas excellent comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que Monsieur le ministre attendrait bien sûr des communautés pour pouvoir bien sûr éventuellement, je dirais, travailler à ça, à l'amélioration? Mais comme citoyens, on a tous un devoir à faire. On doit tous, et ce ne sera pas pour demain, mais ça va être éventuellement pour relativement bientôt. On a la chance d'avoir un régime démocratique où, comme citoyens, on participe à des élections et on s'exprime sur le genre de pays qu'on veut voir au cours des prochaines années. Le Parti libéral et le gouvernement ont leur travail à faire. On doit démontrer qu'on fait les bonnes choses, qu'on travaille pour les bonnes personnes. À la fin, ça revient à nous, comme citoyens, de décider ce qu'on veut comme futur pour notre société, pour nos enfants et nos petits-enfants. Comme on disait tout à l'heure, il y a sur la planète beaucoup d'options de plus en plus divergentes, de comment on veut encourager le vivre et le grandir ensemble. Et au Canada, y compris pour les Noirs, on va devoir aussi se prononcer là-dessus. Quelle sorte de société on veut voir? Société de plus en plus polarisée, divisée, les gens méfiants envers les autres, où c'est la haine, la peur, la colère, la hargne, ou si on cherche d'autres façons d'être bien ensemble, je pense qu'on a des raisons d'espérer que ça va être le cas. Ma dernière question, on le sait que beaucoup de personnes sont en situation précaire, surtout des nouveaux arrivants ou ceux qui sont arrivés avec certains titres de séjour. Mais on a cru entendre parler d'une régularisation massive du parti. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, quand est-ce que ça pourrait arriver?
C'est une bonne question. Je suis malheureusement la mauvaise personne pour y répondre. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourriez inviter mon collègue Mark Miller, qui est le ministre de l'Immigration, qui est là, je pense, j'en suis sûr, pour les bonnes raisons. C'est un avocat qui croit en la justice sociale, reconnaît qu'il faut faire les choses correctement, qu'une des façons de maintenir l'ouverture des Canadiens à l'immigration, c'est d'avoir un système d'immigration qui est bien géré. Okay. Malheureusement, dans d'autres pays, parfois pour des vraies raisons, parfois pour des questions de perception, le soutien des gens pour l'immigration est en chute, parfois en chute libre. Au Canada, on a réussi à éviter ça. Les gens ont encore confiance dans notre système d'immigration et c'est pour ça qu'encore la majorité des Canadiens, et encore plus de Québécois, parce que vous savez que les Québécois sont davantage favorables à l'immigration que les gens hors Québec, mais pour garder ça, qui est précieux, pour le vivre et le grandir ensemble, il faut que notre système d'immigration soit bien géré. Il faut que le système d'immigration soit bien géré. Bon, l'invitation est lancée à M. Mark Miller. Vous pourrez passer le mot. D'ailleurs, une autre invitation avait été lancée déjà à notre Premier ministre, oui, le Premier ministre, M. Trudeau. Peut-être dans quelques années, M. Duclos, Premier ministre du Canada. Ça, on ne souhaite ça à aucune personne, même à son pire ennemi. Ah ouais? Parce que diriger un pays comme le Canada, c'est tout un casse-tête. Ah ouais. Même si vous étiez mon pire ennemi, Florent, je ne vous le souhaiterais pas. Même s'il faut que quelqu'un le fasse. Et je pense que M. Trudeau a toutes les qualités et toutes les valeurs. Évidemment, je le dis parce que je le crois sincèrement, puis que je l'ai vu au cours des dernières années. Il incarne, d'autres personnes pourraient le faire aussi, mais il incarne certainement bien les valeurs d'ouverture, d'honnêteté, de sincérité, d'empathie aussi. Hein, parce que c'est pas pour le pouvoir qu'on fait ça. C'est pas pour le pouvoir qu'on devrait faire ça. C'est pour non pas pour le pouvoir, mais pour le devoir de servir les autres. Si vous étiez un arbre, vous seriez quoi? Je serais un chêne. Un chêne. Pourquoi? Parce que mes ancêtres étaient des bûcherons. Okay. Et l'arbre le plus noble qu'ils disaient exister, c'était le chêne. Et il est beau à voir, il est beau à sentir, il donne des glands, les écureuils s'en nourrissent, et c'est un arbre noble. Et mon grand-père a été enterré dans un cercueil de chêne. Wow. Si vous étiez un animal? Probablement un chat. Un chat? Ouais. Comment ça, un chat? Parce que j'aime bien les chats. Il y a sûrement une raison derrière. Non, j'ai toujours aimé les chats. Vous avez toujours aimé les chats. Si vous étiez un repas? Ce serait de la moussaka. Moussaka, grec. Ouais, j'aime bien la moussaka. Vous avez été en Grèce, hein? Une fois ou deux, là. Ok, mais moussaka, pourquoi? J'aime bien le mélange des aubergines avec la viande, le fromage, la sauce. Vous aimez tout ce qui est melting pot, hein? Pas mal, oui. Et la prochaine fois qu'on va se parler, c'est moi qui me pose des questions. Il n'y aura pas de problème, on a presque terminé. Si vous avez un parfum? Ça... Oh, le parfum. Là, c'est un peu plus embêtant, là. J'aime bien le... Je cherche... la menthe. La menthe. Ouais. Parfait. Le thé à la menthe. Thé à la menthe. C'est le pas thé mal. maghrébin à la menthe est délicieux. Avez-vous déjà mangé africain? Oui, pas assez souvent, mais oui. Ici à Québec? Trop peu souvent. Sentez-vous que vous mangerez africain bientôt? J'espère bien. Alors, j'imagine que le restaurant Le Lion Blanc vous attend. Oui! Alors voilà, votre mot de fin. Merci Florent de m'avoir invité, puis salutations à tout le monde. On continue d'écouter et d'encourager Diaspo Interaction et le tapis blanc. On a besoin de vous, puis on vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, merci infiniment. Et nous vous souhaitons bien sûr plus de succès, nous vous souhaitons toujours autant d'authenticité, nous vous souhaitons toujours autant de clarté et surtout
l'empathie qui est aussi l'une de vos qualités. Et à très bientôt certainement l'une de nos activités quotidiennes ou hebdomadaires. Chers téléspectateurs, voilà, en quelques mots, nous avons appris un peu plus sur, bien sûr, notre ministre ici présent, M. Jean-Yves Duclos, qui, à travers, bien sûr, cette façon de s'exprimer, sa façon d'analyser, cette façon de donner et passer l'information, nous fait comprendre qu'il est important et nécessaire d'être authentique, de toujours s'engager et de très souvent être présent. En espérant vous avoir avec nous pour la prochaine émission avec un invité aussi spécial que lui, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. C'était Florent Lial pour Tapis Blanc. Prenez soin de vous. Bye bye. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.